merci d'être là, merci vraiment d'être là pour fêter les 10 ans de cette série. C'est incroyable de vous voir aussi nombreux, merci vraiment d'être là. J'ai déjà dit ça, ouais, très bien. Donc on va un peu essayer de revivre ces 10 ans avec vous. On va essayer de se remémorer à chaque fois chaque étape qu'on a parcourue pour en arriver là. Et donc on va voir déjà ce que ça ressemblait il y a 10 ans qu'on a commencé. Et c'était avec la saison 1. Et on regarde ça tout de suite. Non, surtout ne mange pas cette part de pizza. Non, suis-moi. Pourquoi moi? Gabriel, tu t'en es ta maîtresse. Il faut que tu m'aides à me planquer. Oh, j'ai pas le choix. Il faut que je t'emmène avec moi. Cet endroit, c'est le futur. Non, mais c'est Henri. Mais c'était pas moi, c'était mon double du futur. Tout ce que j'essaie de faire depuis le début, c'est d'empêcher Raph de créer la police du temps. Rattrapez-le, faut pas qu'il s'échappe. Les circonstances. Raph doit mourir. Le manuel de la machine. Tout sera annulé. Je dis que nous devons changer les choses, je dis que l'humanité doit changer. Voici les premières personnes avec qui j'ai commencé cette aventure. Je vous prie d'accueillir Simon Baptiste Péroun. Mathieu Faugier. Et dans le rôle du visiteur, Florent Dorin. C'est impressionnant, hein. Alors, malheureusement, tout le monde n'a pas pu venir. Il y en avait qui avaient d'autres choses à faire. Mais ils ont pensé, certains, à vous envoyer un petit message. On regarde ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez. Je voulais juste vous faire un petit message pour vous dire que je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je suis en Indonésie, du coup, difficile de faire la connexion avec le parc des expositions. Mais j'aurais bien aimé être là, donc je suis avec vous dans le cœur. Je voulais vous remercier de nous suivre depuis maintenant 10 ans. Je voulais remercier l'équipe et François Descraques d'avoir créé et pris soin de cette belle aventure et de cette belle épopée qu'est le Visiteur du Futur. Et je vous embrasse tous très fort. Et j'ai très hâte d'être dans le futur. Ciao. Je suis désolée, mais je ne suis pas avec vous aujourd'hui. Voilà, regardez, je suis dans ma chambre d'hôtel. Je suis au tournage à Paris et voilà, ça m'empêche d'être avec vous aujourd'hui. J'ai pas de blague particulière à faire, je suis désolée, mais je veux juste dire merci. 10 ans plus tard, vous êtes encore là, c'est incroyable. Merci, merci et merci. À très vite. Faire des bisous, vous dire que je suis désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'aurais adoré, mais j'ai un tournage de dernière minute qui est tombé. Honnêtement, un truc assez pourri avec un réalisateur plutôt nul à chier et un rôle où il n'y a rien à défendre. Mais là, Sarah Lombardi qui sommeille en moi a vu l'aspect thune, un maximum de thune. Bon, néanmoins, je pense très fort à vous et je vous embrasse. Merci à eux. Je vais commencer par Florent. Oui, c'est toi. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. C'est hyper émouvant d'être ici et enfin, je répète un peu ce qu'on se dit un peu tous là, mais de vous voir aussi nombreux, c'est dingue. Donc, est-ce que tu pensais à ça quand je t'ai appelé pour tourner vraiment les premiers épisodes? À quoi tu pensais à ce moment-là? Je t'ai dit, viens, on va faire un truc. Ah bah juste à m'amuser avec mes potes, quoi. On était 6 à tourner dans un bois. On avait 3 épisodes en mode sketch, un peu
jamais j'aurais pu imaginer qu'on puisse créer une série... Les 3 tournées dans la même après-midi. Tout à fait. De 13h à 18h. Tout à fait. En fait, le truc qui était formidable, c'est que quelques jours avant, on a fait les courses ensemble dans des vieilles friperies pour créer le costume du visiteur. Et là, c'est devenu concret. Et après, je me suis dit, ah putain, mais non seulement on va faire des blagues dans le bois, ça va être très très drôle à faire. Et en plus, le personnage va être super parce que son costume est cool. Et les scénarios, ils étaient vraiment fun. Et de revenir ici 10 ans plus tard, sachant qu'en plus, ici au Parc des Expositions à Japan, on a vraiment aussi des très beaux souvenirs sur scène, avec le Visiteur Talk Show, Visiteur Award et tout. On a vraiment rencontré notre public ici en fait, pas ailleurs, c'est vraiment au Japan qu'on a vu voilà, les premières personnes qui nous faisaient des retours hyper touchants sur ce travail. Et là aujourd'hui, ben, voilà, c'est cool. Merci. Et toi Mathieu, t'es arrivé après, juste après. Ouais. À cette époque-là, comment tu le vivais d'être dans la série? Bah écoute, c'était plutôt sympa, hein. Tu m'as dit j'ai besoin d'un mec un peu costaud pour faire un flic et tu peux te faire plaisir, un accent pourquoi pas, et puis surtout le texte quoi, donc c'était cool, c'était les débuts. La blague c'est que vraiment j'ai pensé à toi en priorité en me disant il sait faire l'accent toulousain et 2 épisodes après on l'a enlevé. Comme quoi ça tient pas à grand chose hein, une carrière. Je suis bien pas du tout de Toulouse, hein. C'est que je suis bien à Montreuil dans la banlieue est parisienne, désolé j'ai fait ce que j'ai pu. Ah non mais c'était pas parce que tu étais mauvais, c'est juste que c'était un prétexte pour t'appeler. C'est ça. Non c'était pareil, les débuts avec vous. Moi, c'était la première fois que je rencontrais, pas la première fois Flo, mais Raph, je crois, par exemple. Donc, c'était vraiment le tout début de cette belle amitié. Donc, 10 ans plus tard, on est là et effectivement, c'est très émouvant. Et avant que Slim joue dans la série, il nous prêtait son appart, puisqu'en fait, le premier endroit où on a tourné ton épisode, c'était chez toi. Donc, quel plaisir ça faisait, toi, de nous voir arriver pour faire une série où tu n'étais pas encore dedans. Tu te disais, ah, en service. Allô? Oui. Non, déjà j'étais content de vous voir parce que vous êtes des amis, donc ça fait toujours plaisir qu'il y a des amis qui passent à la maison. Et puis quand on filme des conneries, c'est toujours plaisant. Et puis après, je t'ai dit si tu veux sortir de cet appartement, trouve-moi un rôle dans ta série. Donc du coup, l'épisode d'après, ça s'est fait assez rapidement. Pas tant que ça, c'est marrant parce que on a vraiment l'impression que le Dr Castafold est dans la série depuis le début. C'est vrai que ça nous paraît une évidence qu'il soit dans la série. Il arrive tard. Il arrive à l'épisode 12 de la saison 1. Du coup, on a réussi à survivre 12 épisodes sans toi. Mais les gens pensent que tu es là depuis le début tellement que tu es essentiel à l'univers de la série. Donc tu as réussi un peu à phagocyter le projet. Surtout pour s'appeler le docteur du futur d'ailleurs. Voilà. Surtout pour un personnage qui ne devait pas parler. Dans le premier script, tu ne devais pas parler. Puis après, j'ai entendu que tu parlais beaucoup. Je me suis dit, on va faire l'inverse. Et au final, je dis, vas-y. Fais ce que tu veux. Et toi, le Dr Castafold, comment tu l'as vécu, sachant que pareil, au début, c'était peut-être pas une petite blague, on va dire, mais... bizarrement, non, en fait. Je me souviens très bien du premier plan qu'on a tourné chez toi, du Dr Castafold, où j'attendais dans la cuisine et je devais sortir et faire une tirade. Et je me retrouve à attendre le top, et je me rends compte que j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure et que j'ai plus de souffle. Et je me dis, oh, putain, un peu comme avant de monter sur scène. Et en fait, je pense que c'est un peu tous pareil sur cette série. On l'a toujours pris au sérieux, même, on voulait toujours faire le maximum et faire bien, même avant que ce soit une série et qu'on s'était encore vraiment moi je suis arrivé, c'était déjà une série, mais c'était pas la série que c'est devenu. Mais mon premier souvenir du visiteur, c'est de putain, faut que je le fasse bien. C'était le stress d'être derrière la porte et d'attendre mon top. C'est vrai, ça, c'est un truc que on aime beaucoup montrer, mettre en avant le fait qu'on est une bande de potes, qu'on s'amuse sur les tournages. Mais c'est vrai qu'on précise à chaque fois que c'est un boulot pour nous. Même quand c'était pas payé, c'était un boulot pour nous. Et c'est ça qui a fait, je pense, que les gens ont suivi le truc, c'était que tout le monde était investi à 1000%, alors qu'il n'y avait pas grand-chose en finalité, pas d'argent, ça c'est sûr, de la gloire vite fait. Très peu de sexe. Très peu de sexe. Ouais, il y en a eu un peu quand même. Et donc au final, c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que dès la saison 1, même si personne ne savait où ça allait, et tout le monde était à fond. Et donc, quand on arrivait dans la saison 2, il y avait un plus grand enjeu. Et
les gens pensent que la saison 2, c'est là où on a commencé à être produit, mais pas du tout. C'est-à-dire que c'était la plus dure à faire parce qu'on n'était pas produit, mais on devait faire comme si on était produit pour intéresser des producteurs. Et on s'est donné à fond au niveau de l'image, au niveau des effets spéciaux, on a tout upgradé, mais on était encore au niveau amateur, on va dire, et on va pouvoir voir ça en image tout de suite. Les gens s'en foutent pas mal de savoir qu'ils sont la cause lointaine de la fin du monde. Il faut qu'ils se sentent menacés, non pas en tant qu'espèce, mais en tant qu'individu. Voilà ce qui va se passer. Je vais retourner dans le passé avant ta naissance et je vais coucher avec Damien. Donc voici Judith et Mathéo. Ils ont buté la cible au lieu de l'empêcher d'acheter du lait. Il y a quand même une différence. C'est le résultat. Pour la première fois en 70 ans, il pleut plus d'acide. Dario Lombard, si vous continuez à sauver le monde, vous allez effacer la réalité. Il n'y a pas rien pour vous, vous êtes ce qu'on appelle un gommage collatéral. Vous croyez que vous pouvez tout vous permettre? Hein? Un robot peut-il avoir plus de valeur qu'un être humain? Je suis un robot! L'ego d'Henri vient d'accepter qu'une machine peut avoir des sentiments. Si j'avais voulu d'un chien qui me suit partout, j'en aurais pris un plus petit. Les Lombardi pensent que Riton est le véritable docteur. On est là pour sauver le véritable docteur Henri Castafol. Les Lombardi vont capturer rester là. Et l'artillerie en otage. Si tu te fais capturer, comment tu vas te faire capturer? J'arrête pas de chercher. Ah, Judy, t'avais raison. Vous sauvez personne. Sans nous, pas de refuge, et sans refuge, pas de Lombardie. On vous doit la vie. Tu n'as pas le droit d'aller jusqu'au bout. Tu me dégoûtes. Tu leur fous pas. Cher monsieur Lombardi, les récents événements ont permis de démontrer que nos missions avaient une réelle utilité, et pour cela, je vous en remercie. Et donc, dans cette saison 2, on a agrandi l'équipe et on a pu avoir un duo de frères. Je vous ai pris d'accueillir Pascal Hainaut et Stanislas Gracian. Ouais, je ne le laissais pas tout seul. Hein. Qui est le premier qui est arrivé dans la série? Je crois que c'est toi. Non, c'est Stan, je me rappelle même plus. Donc, la série était déjà lancée quand tu es arrivé. Quel effet ça fait pour toi de rentrer dans une série en cours? Comment tu as vécu cette entrée? Déjà, c'était magnifique de voir la saison 1, de voir l'équipe, cette fraternité aussi, cette amitié et ce que vous avez réussi à faire avec la saison 1. Donc c'était absolument magique. Ça a été une grande joie pour moi quand il m'a dit tiens, j'ai pensé à un rôle pour toi, c'était super. Voilà comment ça s'est passé. J'ai eu le malheur de raconter ma vie intime, mes névroses à François et qui l'a mis sur le papier, enfin qui a, on va dire, romancé et mis un peu des choses. C'est vrai, tu m'avais raconté des trucs sur ton frère et qui sont pires que ce qui se passe dans la série. C'est vrai, c'est vrai. C'est dire. J'ai une famille un peu fofolle et ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu avec ce garçon et puis notre sœur, Sarah Lombardi. Et Pascal, toi, je pense que avec aussi Soren Prévost, tu fais partie des premiers, on va dire, vrais comédiens qu'on ne connaissait pas à l'origine, enfin pas personnellement, et qu'on a appelé pour apparaître dans une série un peu bizarre et tout. Donc toi, comment t'as vécu le truc? Well, first I'd like to say that I really you guys are full of appreciation and I appreciate it. Bon, oui, alors pour revenir à la question,
Parle bien français quand même, c'est bien, merci. Oui, alors je parle un peu français. Donc non, la question c'est comment je suis arrivé, ça s'est passé. Ouais. Donc, certainement vous le savez, moi je faisais des vidéos comme ça vite fait sur internet et donc ils avaient fait le fameux détournement Florent et François et donc qui était taquin et bien sympa et puis ça a un peu buzzé. Ça m'a fait rire et puis après François m'a contacté en me disant que, à ma grande surprise d'ailleurs, qu'il voulait que je rentre dans la série. Et donc c'était un honneur pour moi, on s'était rencontrés près de la gare de Lyon et tout, on a discuté. Parce que oui, peut-être les gens ne le situent pas, mais Pascal avait tourné dans une de nos vidéos, mais à ses dépens. C'est-à-dire qu'en fait, on avait redoublé une de ces vidéos qu'on avait vues sur internet, on ne le connaissait pas. Et après j'ai dit viens on boit un verre et tu me tues pas, et tu me frappes pas et tout. Voilà. Je suis pas venu avec Pipo. Pipo, pour ceux qui connaissent, c'est le chien imaginaire qui a été inventé dans ce fameux détournement. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez retourner sur le site. Moi-même j'avais oublié, mais oui. Voilà. Bon, c'est toi qui pousses les gens à chercher les vieux dossiers. Hein. C'est pas moi. Enfin bon, en tout cas, c'était un grand bonheur d'intégrer l'équipe. Et puis, depuis ce moment-là, ça a été vraiment une super belle aventure, à la fois humaine et artistique. Et voilà, et puis une rencontre avec vous tous. Ça, c'est que du bonheur et ça continue à être que du bonheur. Voilà. Et en plus, à l'époque, tu tournais aussi avec Ludovic. C'est aussi comme ça que je t'ai connu. C'est en voyant tu traînais avec Ludovic et on se partageait un peu les bons plans des comédiens un peu avec des bonnes gueules. Et voilà, donc on s'est dit tiens, il nous faut un Pascaleno. Et vous, de votre côté, niveau saison 2, est-ce que vous avez des souvenirs c'était peut-être un peu plus stressant à ce moment-là, non? Oui, saison 2, effectivement, c'était un peu difficile à appréhender parce que d'un coup, effectivement, on voulait augmenter vraiment nos exigences, il y avait plus de décors, il y avait plus de techniques et tout, mais pourtant ça restait vraiment dans le même esprit de plaisir et de rapidité, de spontanéité. Et en fait, en ce qui me concerne, le personnage du visiteur, il commençait à se complexifier, à se densifier un petit peu, et puis en fait, on avait un peu tiré aussi les leçons de ce qu'on avait un peu découvert de lui malgré nous dans la saison 1, parce que comme la saison 1 a été vraiment écrite un peu au fur et à mesure, en tout cas moi je découvrais un peu ce personnage au fur et à mesure, et dans la saison 2 on commençait vraiment à avoir plus d'infos sur lui, et donc en fait d'un coup d'avoir à gérer ces infos là pour maîtriser, continuer à jouer ce personnage, en fait ça a un peu complexifié la chose, et voilà, et après effectivement d'avoir vraiment des nouveaux personnages, des nouveaux enjeux, une mythologie vraiment plus profonde sur cette saison 2, c'était hyper excitant. Donc de continuer à travailler, à rendre la série à la fois le plus profond, sérieux possible, et de continuer à y mettre tout notre cœur, mais en restant dans un truc fun et léger. Et pour vous aussi, c'est vrai que la saison 1 était globalement très comédie, et on s'est tous challengés dans la saison 2 à rendre vos persos à la fois cohérents par rapport à la saison 1, mais à les pousser dans des zones moins marrantes. Comment vous l'avez vécu, cette transition-là? Moi, j'ai surtout 2 voire 3 grands souvenirs de cette deuxième saison. C'est déjà la rencontre avec Kefi et sa bande, là, les cascadeurs. Les cascadeurs, on a mis un petit peu de physique enfin dans cette série, quoi. Les séries de mecs assis sur un banc. Ça, c'était vraiment très très cool. Et il y a le fait, et c'est un peu lié, que du coup, on n'était pas payé, mais on mangeait super bien. Il y avait des pâtes bolo tous les midis, et ça, je m'en rappelle bien. Et elles étaient bonnes. Et le troisième, c'est le baiser avec Judith. Le baiser avec Judith. Voilà, moi je me souviens que de ça, c'est tout. C'est pour ça qu'elle est pas là. Et toi, Slim? Moi, c'est avant tout l'arrivée d'une moustache. Oui, c'est vrai. Mais cela dit, je crois qu'il y a eu un vrai virage et tu as évité beaucoup de pièges en fait sur cette saison 2, parce que déjà il y avait le côté technique on a un level up technique, et je me souviens que sur les premiers épisodes il y avait vraiment le truc on met la barre plus haute, mais si on la met trop haute on ne pourra pas faire la saison, parce qu'on ne pourra pas assurer le rythme financièrement et surtout en termes de temps de tournage, et donc c'était un vrai risque, c'était de se tromper, de vouloir trop en mettre. Et l'autre truc, c'est j'ai l'impression qu'on est passé
de personnages blagues, c'est un peu ce que disait Flo, à des personnages qui, du coup, en saison 2, doivent avoir une sous-couche, doivent avoir une intériorité, doivent être plus profonds et qu'on va pouvoir développer plus longtemps. Et par exemple, un visiteur premier degré, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vraiment imaginé en saison 1. Là, il fallait le créer. La blague du robot qui se désactive, etc. Fallait du coup lui rajouter une humanité, un enjeu personnel, etc. Et du coup, nous, en tant que comédiens, ça nous a vachement fait travailler sur comment est-ce qu'on passe d'une blague à non, en fait, on fait des vrais personnages. On essaye de les rendre attachants et de réfléchir à comment on va de plus en plus loin. Et je trouve que cette saison 2, ça a vraiment été ce tournant. Ouais, c'était ça qui était intéressant et flippant, c'était de prendre sérieux des blagues, quoi. Ce qui est absurde en soi, mais quand tu fais une série, tu peux pas te reposer sur les mêmes blagues tout le temps, les gens s'en lassent, et il fallait que les persos soient creusés et tout, et c'est là, la force du Visiteur Futur, c'est ça, c'est les comédiens pour moi, c'est vraiment ça qui a fait qu'on a pu grimper d'échelon en échelon. Il y a la technique bien sûr, mais c'est vraiment les comédiens, le fait qu'ils ont suivi l'évolution scénaristique, tout en gardant de l'humour, mais en étant très premier degré quand il fallait, et que tout le monde s'entraide. C'était ça aussi qui a permis à la série d'évoluer. Et du coup, c'est grâce à ça, je pense qu'on a pu réussir à convaincre Ankama et France Télévisions de nous produire une saison 3. Et on va voir tout de suite à quoi ça ressemblait. Nous pouvons te proposer un vrai travail dans une vraie entreprise avec de vrais objectifs. Chez les missionnaires. Les missionnaires ont de l'argent. Ou avec un garde du corps, hein. Vous allez travailler avec nous? J'accepte. Vous travaillez chez les missionnaires. Ok, Henri, on t'a piraté. Je sais que vous cachez quelque chose. Vous allez vous faire engager par les missionnaires. Vous avez besoin de gens qui vous suivent parce que ça vous donne de l'importance, mais ça fait pas de vous un chef. Vos 50 annulations, elles sont bidons. Et voici Sarah Lombardi. C'est elle qui provoque les catastrophes que tu annules avec ton équipe. Et le vrai projet des missionnaires, c'est l'avenir. Un empire. Oui, c'est ça, un empire. De quel droit tu décides de ce qui doit être annulé ou pas? Ce monde n'est pas le seul qui existe. Je parle d'un autre monde où l'homme a réussi à faire avancer la science sans se détruire. Je viens de ce monde. Si tu vas chercher Dario au grand tu vois. Je l'essaie. Voilà comment je sauve les gens. Je le quitte. C'est bien, le sauveur. Allez, j'ai dit moi, mais la connerie. Et donc, qui dit nouvelle saison, dit nouveaux copains. Et je vous prie d'accueillir Lenny Cherino et Simon Astier. Alors, Lenny, donc nous on se connaît depuis un peu plus longtemps quand même. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ouais, ça va. T'as amené ta gourde? Parce que je suis prête. Ça, on est prêt? Ouais, on est prêt. Très bien. Vous êtes prêts? Ouais. On la refera tout à l'heure. Merci. Donc, bon, tu apparais un petit peu dans la saison 2 quand même, mais ton personnage vraiment prend son élan dans la saison 3. Quel effet ça t'a fait de rejoindre l'aventure à ce moment-là? Alors oui, en effet, c'est vrai que j'apparais dans la saison 2, je vends des panini. Dans la saison 3, je distribue des pains. Oh Et dans la saison 4, je pose mes miches. Oui, parce que tu as dit, absolument. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait comme effet? Déjà, ça a été une expérience assez ouf parce que moi, je venais de la danse. Et c'était la première fois que je passais du mouvement dansé au mouvement de combat. Donc ça a été assez kiffant. Voilà. Ça a été une expérience très nouvelle pour moi et tu as fait ressortir la guerrière en moi et je ne te remercierai jamais assez pour ça. Ok. Bah ouais, un petit peu quand même. Tu as pu travailler avec l'équipe de Kefi aussi? Absolument. Donc voilà, j'ai suivi un entraînement pendant je sais plus combien de temps, mais assez long avec Kefi qui du coup avait une approche pour le coup très chorégraphique. Enfin, vraiment c'est de la pure chorégraphie. Mais je restais dans les codes de la danse parce que c'était des sortes de variations.
mais sauf qu'on jouait à faire la bagarre, quoi. Ouais. Et à le faire un peu sérieusement. Donc pour moi, j'ai vite trouvé des repères dans la façon de travailler autour de la bagarre. Et en même temps, ça permettait d'aller chercher une autre énergie, quelque chose de plus fort. Et ils ont été géniaux, quoi, les gars, avec les filles. Enfin, ils ont été à la fois extrêmement bienveillants, très précis, très scrupuleux. Donc c'est super. Ah, écoute, je suis ravi que ça t'ait plu. Et on avait aussi, on avait rencontré, moi j'avais rencontré Simon Astier sur le tournage du Golden Show. Et je lui ai proposé vraiment timidement d'apparaître en tant qu'en plus que premier guest du premier épisode de la saison 3. Donc c'est lui qui ouvre la saison 3. Donc grosse responsabilité. Et quel effet ça t'a fait de rejoindre l'aventure à ce niveau-là? C'était bonsoir à tous, c'était bonjour à tous surtout. C'était extrêmement agréable d'arriver dans une équipe qui se connaît depuis aussi longtemps, qui se connaît aussi bien et qui fabrique quelque chose de chouette à regarder. En fait, c'était très simple. Et quand on arrive sur des projets qu'on ne connaît pas, en fait, c'est les gens qu'on rencontre d'abord. Et c'était très très fluide. Et moi, je me souviens d'avoir été extrêmement rassuré très vite parce que François aime beaucoup les acteurs. Et souvent, il y a des metteurs en scène qui préfèrent l'image, d'autres qui préfèrent les acteurs, et là, François, il aime les deux. Et c'était d'une bienveillance assez folle. Dans le jeu, je me suis vraiment tout de suite amusé et senti en confiance, et il m'a fait improviser pendant des heures et des heures des trucs qui n'avaient absolument aucun sens. Et au final, comme je me sentais en confiance, j'ai donné tout ce truc-là en me disant, mais je sais que le gars va en faire un truc bien. Et effectivement, j'étais super heureux de voir le résultat, et c'est moi qui ai demandé à être dans la suite. J'ai même fait être dans la suite. La blague, c'était qu'on pensait déjà c'était un miracle qu'on arrivait à te convaincre de jouer dans un épisode. Et à la fin du tournage de l'épisode 1 de la saison 3, et quand tu m'as dit, bon bah du coup je reviens quand? Et je lui ai dit, ouais tu reviens dans l'épisode 5, et j'avais pas du tout prévu vraiment à ce moment-là, j'étais en train de dire, mais il faut qu'il revienne en fait, c'est trop bien. Du coup on a trouvé une pirouette pour faire venir ton personnage au fur et à mesure et tout. Et après voilà quoi, c'était pour moi devenu Michel est devenu un personnage essentiel de la brigade temporelle. Il nous fallait un Michel. Mais oui, et puis j'avoue que Michel, moi dans tout ce que j'ai fait en tant qu'acteur, je crois que c'est un de mes personnages préférés. Parce qu'il est vraiment convaincu que tout vient de lui et que tout finira par lui en fait. Vraiment, il a cette conviction naïve là, et c'est incroyable de ce que ça offre comme liberté de jeu et de tout. Voilà, c'est un personnage qui ne participe pas vraiment à l'histoire, il est un peu de côté, mais c'est super agréable aussi de jouer ces personnages-là. C'est des vrais second rôles excitants à incarner. Donc moi, à chaque fois que j'avais Visiteurs du futur, j'étais comme un dingue. Ouais, excité, on peut dire, ouais. Clairement. Et pour les autres, est-ce que, alors, sachant que voilà, on s'était formé avant à ce qu'il n'y ait pas de grosses différences entre produit pas produit, mais c'était la première fois qu'on tournait par bloc. C'est-à-dire qu'on tournait vraiment sur une semaine non-stop, puis après une autre semaine plus tard. Donc là, on avait des vrais tournages, des fois même on était logés, ça ressemblait de plus en plus, on mangeait bien, ça on peut le dire. Comment vous avez vu cette différence-là? De revoir là pour le coup le petit résumé, effectivement, moi ça me donne des petits frissons parce que j'ai vraiment l'impression dans cette saison qu'on arrive vraiment dans la cour des grands là pour la première fois. Je sais pas pourquoi, c'est un peu ce sentiment que je retiens, et voilà, c'était la première fois en fait qu'on était payé, et ça changeait rien, et en même temps ça changeait tout, enfin, parce que tout était mieux organisé, tout était, j'ai l'impression, plus cohérent, la musique, le graphisme, tout était plus... Et puis moi, l'antagonisme en fait des missionnaires, c'était aussi un truc cool, de lutter contre ça avec le personnage du visiteur, c'était vraiment un truc énorme, donc voilà, c'était génial. Je pense que c'était vraiment les bonnes conditions pour nous, parce qu'il y avait ce côté changement. Maintenant vous allez être payé, maintenant il y a des producteurs, il y a des gens au-dessus, il y a des gens qui vont juger ce qu'on fait, et donc on aurait pu un peu se chier dessus. Et comme en fait on était en famille depuis déjà 2 ans, ça nous a vraiment... En fait sur le plateau il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire que le sérieux on l'avait d'avant, et le fun on l'avait aussi, et du coup la transition s'est faite hyper naturellement. Après j'ai l'impression, mais je ne peux pas parler pour toi, mais que peut-être dans la thématique, c'est une des premières saisons où t'es sorti de la SF et tout pour raconter un truc peut-être plus perso de tes considérations à ce moment-là. Chaque saison, oui, parle d'un truc, et là c'était la première fois où on parlait
vous faisait une mise en abîme du concept du visa futur de mecs qui sont pas payés, qui sont recrutés par une grosse boîte, qui un peu qui sont en fait des méchants et tout. Donc c'était un peu toutes mes angoisses à cette époque-là, qui étaient retranscrites, et comment ce groupe d'amis voilà, se déchirait à l'intérieur pour des problématiques concrètes. Ouais, c'était beaucoup plus sombre. Ouais. Du coup, c'est vraiment une des forces de la série, c'est ta capacité à en faire une série et à extrapoler les saisons, les histoires sur ce qui te touche personnellement et les retranscrire en un univers fantastique de science-fiction. Donc moi je trouve que c'est une saison hyper personnelle et c'est ça qui est touchant. Merci, toi-même tu sais que c'est important de mettre de soi dans ces séries, on peut pas ne pas le faire. Et excuse-moi, je bug. Il y a tellement de sous-thèmes dans la saison 3. Si je disais François, le seul regret c'est plus de spaghetti bolognaise dans la saison. Voilà. Désolé d'avoir une vraie régie, voilà. On vous fait au resto. Oui, ouais. On sait comment te payer maintenant. Et puis le final, le final de la saison 3, encore plus ambitieux, encore plus épique que la saison 2. Donc voilà, toujours plus de challenge. Et pour vous, les Lombardi, le fait que vous reveniez et que pareil, vos personnages prennent encore un cran supérieur dans l'aventure. Voilà, justement, j'allais dire que c'est vrai qu'on a vraiment senti des paliers, quoi, saison 3, et puis après, on en parlera après, mais la saison 4, mais sans jamais perdre la cohésion, tout ce qu'il y a depuis le départ, et qui fait la force aussi de cette série. Nous, les Lombardi, j'ai commencé à mieux connaître ma famille avec beaucoup de déceptions, et donc ça a été difficile à vivre. Surtout que Stan est devenu à ce moment-là peut-être le personnage. Enfin, Stan. Dario est devenu le personnage le plus haï de la série, mais ça demande beaucoup de talent pour le faire. Oui, effectivement, mon personnage Dario, que j'aime énormément, j'espère que vous l'aimez autant que moi, parce que il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui venait aux autographes et qui m'a presque insulté, en fait, qui détestait mon personnage. Non, tout ça pour dire qu'effectivement ce personnage il a évolué, il est passé d'un personnage qui était plutôt gentil et maladroit et dont on n'avait pas vraiment peur à un personnage vraiment méchant et que vous avez fini par détester puisqu'il va jusqu'au crime, ce personnage. Et voilà, donc c'était hyper intéressant ça à faire, hyper intéressant, et j'ai adoré le faire et j'ai toujours continué à l'aimer. D'ailleurs j'ai plein de suites à ce personnage, je sais pas vous, j'ai toujours dit à François, et ce personnage, qu'est-ce qu'il est devenu, etc. Enfin, il est dingue ce personnage. Techniquement, il est dans le trou de la boîte temporelle. Ouais, c'est celui le manga de la boîte temporelle, ouais, il est dans le trou. C'est ça. Il est dans le frigo, quoi. On peut le ressortir. Juste un des trucs, moi, en ce qui concerne mon personnage, j'ai vraiment senti le personnage évoluer. Je pense que toi aussi, en l'écrivant, tu as dû le faire évoluer. Et c'était pas un truc qui était prévu au départ, donc c'est agréable de grandir avec le personnage et avec ce que tu as envie d'en faire. Donc ça, c'était une belle sensation. Pour moi, le personnage de Roland Lombardi, ça a toujours été le vrai héros qui a toutes les caractéristiques du héros, c'est juste que c'est pas le personnage principal, mais c'est le vrai héros de la série. Je suis assez d'accord. Voilà. Et donc après, on a poussé encore plus loin, on est allé au bout de l'idée de faire une web série sur internet avec des enjeux de science-fiction sans avoir le budget pour le faire, mais on l'a fait quand même. Et on a fait cette saison 4, donc là c'est la bande-annonce de l'époque, rappelez-vous. J'ai juste besoin de lui parler une dernière fois, c'est tout. Perdre un civil dans le futur avec du matériel expérimental de la boîte, c'est grave. Heureusement que Richard est là pour te protéger. C'est qui Richard? C'est moi, Richard. Bon, Michel, arrête de parler. Les caisses sont vides, hein, Constance. Et puis, à force de tout pomper, vous nous avez vidé les bourses. Michel, tout ça.
jusqu'ici, est-ce que ça va bien? Bien sûr, c'est terminé. C'est pas parce que tes potes et les futurs qui savent ce qu'ils font. Just watch. J'ai eu la chance d'avoir Sabine Perrault, Nicolas Bernot, Flaubert et un super costumière qui a fait tous ces beaux costumes dans cette saison 4, CK. Il y a pas une place là-bas, je crois. Ok, donc Sabine. Donc on avait déjà tourné ensemble une série qui s'appelait Les Opérateurs. Voilà. Et tu connaissais Le Visiteur Futur un peu à côté? Oui, bien sûr. Voilà. Et quand je t'ai dit que tu faisais le rôle d'une sorte de reine, princesse wesh, est-ce que tu t'es dit, ben oui, c'est moi? Non, non, je pensais que tu faisais appel à moi pour ma... Comment dire merci, voilà, ma stature, enfin je sais pas, ma sobriété, Et non, en fait, tu m'as dit, c'est une jeune princesse capricieuse, wesh, et là je t'ai dit, mais pourquoi? Et j'étais ravie. Nous, on était ravis de t'avoir. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ton costume? Est-ce que... Non, je vais me faire disputer sinon. Non, c'était un magnifique costume qui m'a vraiment aidé à me mettre dans le personnage. Véritablement, on se rend pas compte, mais c'est pas qu'un accessoire. D'un coup, quand on l'enfile, ça aide à trouver une posture, ça aide à trouver une démarche, des mouvements, et notamment le sceptre. En fait, je me souviens de ce petit détail du sceptre que j'ai eu, de Sailor Moon que j'ai eu le jour même, et je me suis mise à jouer avec. Et il y avait vraiment un côté gamine avec son sceptre. Et j'ai un peu souffert, on peut le dire, dans ce costume. Il était très beau, mais très lourd, très contraignant. Mais voilà, c'est ce qui fait le personnage, et la perruque aussi. Et la perruque. D'ailleurs, personne ne me reconnaît. Ouais, mais c'est pour ça. Et toi, Nicolas, donc pareil, tu avais joué avec nous dans la série Les Opérateurs, mais je t'ai proposé un rôle différent pour le coup là. Exactement, oui. Oui, j'ai eu déjà ce grand plaisir de jouer pour toi et Slim sur Les Opérateurs. Et puis quand tu m'as proposé Raymond, effectivement c'était un personnage très différent, mais tu connaissais mon amour pour la boisson et pour les jus de chaussettes. Et du coup, c'était une évidence. Et non, je suis très content que tu aies joué dans... Surtout que c'était un rôle pas évident parce que, en gros, on en a beaucoup discuté même pendant l'écriture, où j'étais essayé de trouver un peu un équilibre entre un gars qui est très gentil, mais qui a un physique et une voix, et on sent qu'il peut être très violent quand il est malheureux. Quoi. Ouais, exactement. Et donc, entre les premiers épisodes où tu me disais, ah, mon personnage il est gentil, mais c'est bon, je dis, mais tu verras à la fin, il est plus vénère. C'est vrai, mais j'étais très content parce que ce que j'aimais bien dans ce perso, c'est qu'il y avait une certaine poésie un peu naïve dans cette espèce d'idolâtrie qu'il avait pour le visiteur, et ce côté un petit peu utopique de quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Et voilà, je m'écoute parler, je m'aime, je fais des petites pauses comme ça avec la voix, je sais plus où j'en suis, ça va vous? Tu veux beaucoup? Ok. Et face à toi, tu avais un personnage qui s'appelait Bernie, qui était joué par Flaubert. Bonjour. Ça va mec? Ça va et toi? Alors raconte-nous ton expérience globale sur cette saison 4 parce que tu avais plusieurs casquettes. Oui, Bernie, c'est un personnage qui est dans son jus, j'ai envie de dire, et qui clairement sur Twitter se ferait call-out, comme on dit. Non, j'ai kiffé faire Bernie, c'est toujours très libérateur de faire des gros dégueulasses. Moi en plus j'ai grandi en Bourgogne, donc si tu veux, il y avait un côté acteur studio qui a nourri le perso. Et oui, à côté de ça, moi je faisais le dérochage et la synchro, et il fait qu'un disque dur a craché assez violemment, donc c'était des expériences qui m'ont provoqué des coliques néphrétiques, mais sinon c'était très agréable. Je me rappelle de ce moment-là où tu étais tout blanc. Ouais. Et plus que là, c'est vous dire. Plus que là, et les gens venaient me voir en disant, t'inquiète pas,
tout va bien. Personne va me voir pour dire tout va bien d'habitude hein, sur un tournage. Donc je savais que tout allait mal. Et le fameux gros disque dur qui était fait pour tout backuper avait planté. Et du coup, et toi tu me disais, mais Jean, je sais pas ce qui s'est passé, et tout, etc. Et c'était pas de ta faute. Mais il y a 3 épisodes où Florent Dorin est doublé par Yves Lecoq. Bah, du coup, on a perdu les parce qu'on a perdu les rushs. Vous l'avez vu du feu, hein, mais. Non, ça passe nickel. Ça passe très très bien. Et Cécile, donc toi, comment t'as rejoint l'aventure du Christophe Futur? Parce que toi, tu es habitué au Japan Expo. C'est même là la première fois qu'on t'a rencontré, c'était à un Japan Expo. Et comment t'as rejoint l'aventure? Alors finalement, c'était de façon assez classique. J'ai vu passer une annonce pour une recherche de costumière pour la série du Visiteur du Futur que je connaissais et que j'appréciais beaucoup. J'ai envoyé un CV et j'ai passé un entretien avec Anaïs. Entretien auquel j'ai été reçue très chaleureusement, qui s'est soldé par une réponse positive. Et ce qui a été drôle, c'est que François, par contre, la première fois où toi tu m'as vu, c'était à Japan Expo. J'étais dans un costume, dans un cosplay, en train de passer sur scène. J'étais en Sœur Shiva de FF13 et ça t'avait. J'étais impressionné. Je me suis dit, mais ok, elle peut tout faire en fait. Non, c'était impressionnant de. Surtout que voilà. Il y a les costumiers de cinéma qui sont habitués à certains trucs et les cosplayers ont un autre niveau, d'autres spécificités et surtout ils ont peur de rien quoi. Donc quand je te parlais de voilà, c'est dans le futur, c'est une royauté mais c'est du steampunk mais pas vraiment, c'est du steampunk à chien on va dire, et pour toi ça te semblait évident quoi. Bah oui, ça me laissait quand même une énorme liberté créative et l'univers était génial quoi, super sympa. Moi dès qu'il y a de la création, je suis partant. Donc, voilà. C'est toi qui faisais tous les costumes toute seule, c'est ça? Alors sur la saison 4, j'ai été juste aidée d'une assistante, mais oui, on était juste... Parce que ça représente, il faut savoir que normalement, pour des costumes comme ça, c'est une équipe énorme de couturiers, et là effectivement, Cécile était vraiment... Par contre, vous en aviez qu'un, le costume. Hein. Ça, c'était... Voilà, c'est ça, c'était tout le challenge, c'était de tourner dans le bon timing pour le costume, quoi. Ouais. Aller vers le vieillissement. Mais ouais. C'était que des bonnes surprises. C'est vrai que je me souviens notamment par rapport à la cape du visiteur, c'était vraiment un premier jour de tournage où on valide le truc. Et en fait, du coup, c'est un élément de costume génial pour cette saison. Enfin, moi, j'ai adoré du coup jouer avec et tout. Voilà, merci. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs marquants de cette saison? Toi, Simon, t'es arrivé aussi à Néo Versailles. Oui, moi, j'avais un... Mon souvenir le plus marquant, c'est que j'avais découvert que j'étais allergique aux guêpes en vrai. Et Thibaut Farnoux avait tué une abeille, donc du coup, aucun danger pour moi, mais il avait quand même tué une abeille comme un ninja avec un coup de main. Oui, c'est vrai, à la cantine pour me sauver la vie. Et ça a marqué vraiment notre relation avec Thibaut. Et voilà, et je jouais avec un voile de vieille dame. Oui. Et voilà. Pourquoi? On ne sait toujours pas. Mais même moi, je sais pas. Mais c'était vraiment un très très bon souvenir aussi d'être là-bas et de voir le truc grandir. Je me souviens d'arriver et de voir le décor en me disant c'est incroyable de voir là où ils partent et jusqu'où ça va. En fait, je trouvais que ça racontait un truc sur le métier qui était vachement intéressant. De se dire, si ça se trouve, demain, en fait, on va pouvoir passer par des chemins alternatifs. Parce qu'on a tous essayé de le faire, on a tous plus ou moins réussi. On n'en parle pas, mais tout le monde le sait. On parle aussi de d'Hirocorp. C'est là, on était des séries cousines un peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que il y a encore une autre génération de séries, un autre système. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on arrivait, mine de rien, juste avec la volonté d'une équipe et le cœur d'une équipe, l'envie, à quand même prendre un chemin de traverse et d'aller jusqu'au bout d'une autre forme de création. Et c'était assez émouvant de se dire, mais c'est incroyable. Ce décor là-bas à Poitiers, le marché, tout c'était ouf. Bah non, c'était fou. Ça va les commentaires, Florent? N'importe quoi. Et donc, alors bon, forcément, je sais que vous vous posez des questions par rapport aux suites de la série. Alors, il y a eu le roman La Meute, hein, bien sûr, que vous avez tous lu, voilà, bien sûr. Il y a eu les mangas, hein, que vous avez tous achetés, bien sûr. Donc ça peut peut-être vous comment dire, faire patienter, parce qu'en parallèle, certains le savent, nous sommes en train de préparer un long métrage. Alors, comme je ne sais pas vraiment ce que je peux dire, je vais décharger ça sur quelqu'un d'autre
Je vais accueillir un des producteurs du film Visiteur Futur. Je ne sais pas où il est. Il est là. Ok, très bien. Robin, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu ne peux pas dire déjà? Ton salaire. D'accord, je ne vais pas... Non, qu'est-ce que je peux dire? Alors déjà, je suis super fier d'être là, super fier de vous rencontrer, super fier de faire partie de cette aventure. Le cinéma, ça prend beaucoup de temps, c'est très long, il faut s'armer de patience, surtout que voilà, on fait une comédie de science-fiction et qui aurait pensé que c'était difficile de faire une comédie de science-fiction en France? Je veux quand même, parce qu'on a des partenaires qui nous suivent, je veux quand même qu'on applaudisse bien fort le distributeur du film, Apollo, qui est dans la salle. Voilà, ils croient en nous, moi je crois en toi, et en vous aussi. Voilà, il va falloir vous armer un peu de patience, on essaye de faire le maximum pour donner à François les meilleures conditions possibles pour faire le meilleur film possible. Et alors, on va essayer de vous faire une petite exclue qui est pas grand chose. Attention. C'est un peu expérimental, on l'a jamais vraiment fait sur scène, on sait pas, ça peut être très nul. Mais on va vous lire la première scène du film, ça vous va? Donc, c'est une scène. Par contre, nous avons deux personnages qui sont pas castés encore, qui s'appellent Galabroche et De Finax. Et il nous faut deux volontaires. Donc, qui veut jouer dans le film Visiteur Futur et qui a peur de rien? Alors, je ne vois personne. Je vois rien. Quelqu'un qui sait jouer. Quelqu'un qui sait bien jouer. Ah bah, il y a des cosplays forcément, c'est triché. On m'a dit qu'il y avait pas Naïm dans la salle, si tu donc, pouvais on va dire, on va essayer de... Alors, bon, un gars et une fille pour AIP. Lui là, qui lève la main là-bas. Toi, juste après, oui. Non, sans le chapeau, pardon. Non, bah je suis désolé, putain, je suis désolé. Ah, mais alors les deux. Ah, ok, d'accord. Donc, vous êtes où? Vous arrivez à... ils font le tour? Ils arrivent par derrière. Ils arrivent pas derrière, ok, très bien. Tu peux meubler avec des imitations. Je peux meubler avec des imitations, très bien. Flaubert, meuble, s'il te plaît. Salut à tous. Je sais pas, je fais un petit stand-up pour meubler. Alors... vous avez pas manqué? Vous êtes les soldes. C'est quand même moins cher, hein. Bon, toi c'est perdu parce que t'es en cosplay de saison 3. Alors je vous explique. Là. Je vais t'applaudir. Flo, tu veux rester assis? Ok, d'accord, ça marche. Ouais, comme vous voulez. Alors, j'ai deux personnages, Galabroche et De Finax. Choisis. Alors, il faut un micro pour la... Donc toi, tu veux faire De Finax, toi Galabroche, d'accord? Moi, je vais lire, je vais être le narrateur, ok? Eh ben, c'est parti. Est-ce que je m'assois ou pas? Non, j'ai pas de chaise. Non, il te faut une chaise, toi. Reste assis. Bon, je vais être debout. Non, ça va aller. Bon, c'est hyper expérimental ce qu'on va faire, donc on espère que vous êtes bien chaud pour... Donc, imaginez. Extérieur, centrale nucléaire, nuit. Des jets de flammes, une fumée toxique colorée. On voit que la cheminée d'une centrale nucléaire qui projette des flammes de couleur anormale. C'est même pas français ce que j'écris. Au son, une alerte d'urgence rugit dans la nuit. Intérieur, centrale nucléaire, couloir. Une lumière gyrophare accompagne le son de l'alarme. Haut-parleur. Surchauffe réacteur 3, évacuation du personnel. Ça sera peut-être pas moi. Dans un long couloir, un groupe de scientifiques court à toute allure pour fuir le danger. Un autre scientifique, Galabroche, c'est qui Galabroche? C'est toi là. Galabroche, 40 ans, remonte le flot des fuyards à contre-courant. Il arrive devant une porte au bout d'un couloir. Pip! La porte s'ouvre, il rentre. Intérieur, centrale nucléaire, cabine de maintenance. Galabroche arrive dans une petite salle avec un écran géant qui affiche des données alarmantes. De Finax, donc un autre scientifique,
est devant l'écran et essaie de manipuler l'interface avec ses mains dans les airs comme Tom Cruise dans Minority Report. Galabroche. Des finales, il faut se barrer. C'est bon, Galabroche, je gère. Toute la salle s'éteint, les écrans aussi. Je gère plus, on se casse. Galabroche essaie de rouvrir la porte. Ça ne marche pas. Galabroche. On est coincé. C'est une vieille centrale qui date de 2020. Il doit y avoir un système analogique pour rebooter le programme. De Finals se baisse sous la console et ouvre une petite trappe. De Finals. Voilà. Ah, merde. Galabroche se penche. Dans la petite trappe, il y a 2 boutons, un bleu et un jaune. Le bleu ou le jaune, du coup? Voilà, comme ça, je dirais le bleu. Mais pourquoi le bleu? C'est rassurant, le bleu. Pas bête. On va pour le bleu, alors. De Finals va pour appuyer sur le bouton bleu. Centrale nucléaire, couloir. Zap! De l'autre côté de la porte, dans le couloir, un étrange visiteur du futur se matérialise en plein air. Il tombe au sol lourdement. Meilleur entrée du monde. Alors, on va voir la suite. Le visiteur court à toute allure vers la porte de la salle de maintenance. Non! Si c'est trop fort, vous me dites, hein, je sais pas. Intérieur. Galabroche se retourne et voit le visiteur s'éclater contre le hublot de la lourde porte. Au niveau des boutons bleus et jaunes, De Finals sursaute et s'arrête dans son mouvement. C'est quoi ce bordel? Il y a une sorte de clodo qui vient d'apparaître de nulle part. Il s'est pris la porte. Derrière le hublot, le visiteur se relève. Non! Surtout, n'appuie pas sur le bouton bleu. Mais pourquoi? Parce que ça va faire exploser la centrale. Vous êtes sûr? Ah oui, je viens du futur. Qu'est-ce qu'il dit, Clodo? Il dit qu'il vient du futur. D'accord. Et qu'il faut pas appuyer sur le bouton bleu parce que ça va faire exploser la centrale. Ah ouais. Bon, ok, je le crois. C'est bon, on vous croit. Putain, vraiment? Ah, c'est cool, parce que d'habitude, en fait, je galère beaucoup plus. Hein, Une nouvelle lumière d'urgence s'allume. Surchauffe, réacteur 3, évacuation immédiate. Du coup, on fait quoi? On appuie sur le bouton jaune. Ça dépend, il dit quoi le manuel? De Finals sort une feuille de papier plastifié et le montre au visiteur à travers le hublot. Ça sert à rien, c'est du chinois pour nous. Mais vous êtes pas ingénieur? Si, mais c'est vraiment écrit en chinois. Enfin. De Finals lui montre que toutes les indications sont en effet écrites en chinois. Bon, je reviens. Zap! Le visiteur appuie sur sa machine au poignet et il disparaît. Donc là, le gars vient de disparaître, alors comme par magie. Le visiteur réapparaît en tenant un vieux chinois par les épaules. Et il vient de réapparaître avec un vieux chinois. Montrez-lui l'affiche. Attends. Galabroche colle la feuille plastifiée sur le hublot. Le vieux chinois se concentre et lit. Donc là, imaginez un vieux chinois qui lit avec en chinois. Bon, je sais pas lire en chinois, donc je vais faire blip blap blip blap 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 blip blap blap. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, répétez ce que vous avez dit, mais dans la machine. Blip blap blip blap blip blap blip blap blip blap blap. Le visiteur appuie sur un bouton. Une voix de synthèse sort. C'est du mandarin, votre truc. Moi, je parle cantonais. Bon, je reviens. Zap! Le visiteur agrippe le vieux chinois et disparaît. Surchauffe réacteur 3. Évacuation immédiate. On va mourir, mec. Mais non. Le gars sait ce qu'il fait, il vient du futur. Zap! Le visiteur réapparaît, seul cette fois. Salut, c'est moi. Vous vous souvenez, je viens du futur. On s'en souvient, oui, vous êtes parti 2 secondes. 2 secondes pour vous, mais moi, je suis parti 6 mois pour apprendre le cantonais. Montrez-moi l'affiche. Le mandarin, vous voulez dire? Silence. Bon, je reviens. Zap! Le visiteur disparaît. T'as raison, on va crever. Zap! Le visiteur réapparaît. On est où? Je suis perdu. Page 6, mec. Page 6, Le visiteur réapparaît. Tu vois, c'est du direct, hein, y a pas de... Le visiteur réapparaît, c'est bon. C'est bon. Vous avez appris le cantonais? Non, mais je suis allé dans le passé pour parler au concepteur de la salle de maintenance. Il parle super bien français, le mec, en fait. Génial. Du coup? C'est le bouton jaune, c'est sûr. Ok, c'est parti. De Finals s'apprête à appuyer sur le bouton jaune. Merde. Quoi? Ils arrivent. Qui ça? Intérieur couloir. Rouge. Dans le couloir, un trou de lumière s'ouvre au niveau du plafond. 2 policiers du futur tombent du trou et s'écrasent lourdement au sol. Ils sont en tenue d'intervention type GIGN du futur avec des casques qui recouvrent leur visage. L'un est costaud, l'autre est petit. Ils voient le visiteur au bout du couloir et se mettent à foncer droit sur lui. Brigade temporelle. Vous êtes en état d'arrestation. Fin!
avez gagné 2 cachets à 500 balles jour. Félicitations. Très bien, bah vraiment merci pour toute cette aventure. On espère vraiment vous retrouver dans le futur, n'est-ce pas? On a une dédicace sur le stand Ankama, on ne sera pas forcément tous là parce qu'il n'y a pas assez de place sur le stand Ankama, donc on fera au mieux. On va faire quand même une photo pour vous voir tous parce que vous êtes quand même très nombreux. Est-ce que déjà tous ceux qui sont en cosplay du Visiteur Futur peuvent venir genre au premier rang? Ça serait cool pour la photo. Voilà, oh là là, ils sont déjà bien nombreux. Bravo. On les applaudit, Gaspillard. Et nous les comédiens, on va essayer de se mettre là pour avoir tout le monde derrière. Non? En fait, il faut que tu sois là, Anaïs. Voilà.